Tine, fondateur du think tank Africa Jom Center. Africa Jom Center, on est surtout focalisé sur la question des recherches sur la démocratie, la crise de la démocratie, sur également les questions de paix et de sécurité en Afrique de l'Ouest. Voilà, en fait, c'est notre champ, notre focus. Et merci de me recevoir ici à Africa Jom Center. Nous allons discuter du Pacte national de bonne gouvernance, qui est un outil de gouvernance que la société civile, une large coalition, a proposé aux candidats pendant la campagne électorale et qui l'ont signé. Mais avant, il y a une actualité, je souhaite que vous puissiez réagir par rapport à ça, c'est la dissolution de l'Assemblée nationale, parce que ça continue de susciter beaucoup de réactions. Vous, quelle est votre réaction par rapport à cette décision du nouveau président? Écoutez, c'est quand même un pouvoir régalien, un pouvoir constitutionnel que le président peut exercer quand il estime qu'il n'a pas à l'Assemblée nationale une majorité qui lui permette vraiment d'appliquer sa propre politique. Donc, on peut le comprendre. Vraiment, de ce point de vue, on n'a même pas besoin de se justifier ou d'avoir des explications. Je n'ai pas de majorité à l'Assemblée nationale, je ne peux pas appliquer la politique pour laquelle j'ai été élu par 54% des Sénégalais. Donc, je vais aller les chercher et la meilleure façon, c'est de dissoudre, effectivement, pour demander aux Sénégalais aujourd'hui de prendre leur souveraineté, hein, la souveraineté au peuple, qui se décide, comme on dit, leur rendre leur habilitation. Voilà. Que dites-vous donc à ceux qui contestent? Il me semble qu'il y a quelque chose qui a fait sujet de polémique et de spéculation. Ce n'est pas fondamental, mais disons qu'il faut quand même le souligner. Quand même. Ceux qui le soulignent, il ne faut pas tout simplement fermer les yeux, fermer les oreilles, dire que ce n'est rien. Parce qu'en réalité, ça va être un sujet de campagne électorale. Donc, ce sujet, on le sait, je pense que c'est le résultat des dysfonctionnements que nous avons eus pendant la campagne électorale et qui ont fait qu'en réalité, celui qui a été désigné, préparé, qui a le leadership pour être président de la République a été bloqué. Il faut le dire, ça, il a été bloqué sciemment par les institutions, nous l'avons toujours dénoncé, et en réalité, il a désigné celui qui est devenu président de la République. Écoute, à partir de ce moment-là, ça ne peut pas ne pas avoir d'impact sur le pouvoir, sur son exercice, et ça, effectivement, on le ressent. Les gens semblent perdre de vue cette situation. Et cette situation va nous poursuivre. On va nous poursuivre. Mais il faut effectivement, au niveau également central de l'État, que quand on prend conscience de cette situation, qu'on essaye de trouver une solution. Et la solution, effectivement, c'est ça va être le pacte. Le pacte est une très belle occasion aujourd'hui pour résoudre, si vous voulez, les contentieux, les problèmes institutionnels, constitutionnels qui sont encore pendants et qu'effectivement, eux, ils traînent et qu'ils ont hérité. Et c'est extrêmement important, je pense, de ce point de vue, vraiment, le pacte est très bienvenu parce que le pacte, c'est un moment où, effectivement, comme on dit, on peut avoir ce qu'on peut appeler une assemblée constituante où les différents membres de la société se réunissent, discutent et essayent de refonder, de corriger. C'est ça de Djibouti. De refonder, de corriger les imperfections vraiment de nos institutions, de notre démocratie, etc. Et c'est ça, c'est par la démocratie participative. Voilà. C'est extrêmement important. L'amélioration de notre démocratie ne peut venir que quand le citoyen va être impliqué dans l'élaboration des politiques publiques et également dans la mise en œuvre des politiques publiques. Mais il faut voir par quel moyen, par quel modèle. Ça, c'est extrêmement important. Par ce qu'on appelle aussi la démocratie délibérative. La démocratie délibérative, c'est la concertation. La concertation, elle est fondamentale.
pour qu'on s'entende, pour qu'on ait des consensus forts et pour renforcer le vivre ensemble. Je pense que pendant la période que nous traversons, qui est une période un peu trouble, où nous sommes tous en train de nous chercher, hein, c'est ça, hein, c'est le moment où vraiment nous devons délibérer, discuter, palabrer. C'est ça. On ne doit pas aller chercher ça ailleurs. Hein. Je pense que nous avons des formules, nous les Africains, pour nous parler, nous entendre et effectivement prendre des décisions, des bonnes décisions ensemble. Et c'est ça la démocratie. Hein. Améliorer la démocratie, c'est forcément passer par ce biais. Justement, le pacte, dans cette préconisation, il est censé rééquilibrer les pouvoirs du président, donner un peu plus de pouvoir aux citoyens. Donc la finalité, c'est qu'il va renforcer la démocratie, améliorer la bonne gouvernance, l'état de droit. Alors, ce pacte, quelle est sa pertinence alors que, bon, on aurait pu s'en tenir au substrat qui a servi à son élaboration. Je veux parler des conclusions des assises nationales et des recommandations de la Commission nationale de la réforme d'institutions. Écoutez, ce qui est le plus important dans ce pacte, c'est que c'est une réflexion endogène. Et collective. C'est une réflexion collective, c'est une réflexion des citoyens, parce que quand même, ça compte depuis 2008-2009, pratiquement tous les segments de la société ont été consultés. Donc c'est un travail énorme et inédit qui a été fait, je pense. Et puis ensuite, il y a eu les conclusions, CNRI, au moins. Et maintenant, bien sûr, il y a le pacte, avec des propositions très concrètes, vraiment. Et de mon point de vue, nous avons toujours, avec notre démocratie constitutionnelle, je l'appelle comme ça, hein, parce que les constitutionnalistes sont toujours en première ligne. Je pense que la politique, ce n'est pas seulement l'affaire des juristes, c'est l'affaire, je pense, de tous. Les philosophes politiques ne sont pas souvent utilisés, ne parlent pas beaucoup à l'époque. D'ailleurs, des années 70-80, les philosophes parlaient plus. Voilà. Et les sociologues, bon, il y a les sémiologues, parce que moi je suis un peu dedans aussi. Je pense que c'est tout ça. Oui. Et cette réflexion endogène, on ne peut pas mettre ça dehors. Je pense que la meilleure rectification pour les États africains, qui ont toujours, si vous voulez, fait du copier-coller. Et là, tout de même, c'est une réflexion qui est partie de la base, qui est venue en haut et qui continue. Et de mon point de vue, et ça je vais interpeller le pouvoir actuel, c'est très important. Moi j'ai l'impression que le pouvoir actuel n'écoute pas ce qu'on appelle les corps intermédiaires. Et c'est extrêmement important d'écouter les corps intermédiaires, ça veut dire d'écouter tout le monde. Cette écoute, elle est fondamentale, parce que c'est ça qui peut permettre que les gens se comprennent. Il a fermé la porte au dialogue. Il faut ouvrir la porte au dialogue. Elle est fermée en ce moment? De mon point de vue, j'ai l'impression que c'est fermé. C'est fermé. Juste après 3 mois déjà? Après 3 mois, moi j'ai l'impression que les portes du dialogue sont fermées. Or, il me semble que dans cette période trouble, et dans cette période électorale, surtout pendant la période électorale, c'est la période du dialogue avec toutes les parties, du dialogue pour construire du consensus, pour que les choses, pour que tout le monde s'entende sur ce qu'on appelle la transparence du processus électoral, et que quand on a un résultat, comme d'habitude au Sénégal, que tout le monde s'accorde à reconnaître que les résultats là sont de bons résultats. Éviter ce qu'on a connu les dernières années, vraiment pour les législatives, il y avait beaucoup de tensions, il y avait de la violence, parce que quand même nous nous étions investis pour ça, pour les législatives. Pour les présidentielles, n'en parlons pas. Ça veut dire qu'il faut aujourd'hui faire en sorte que l'élection soit une chose banale. Que la succession au pouvoir soit une chose banale. Et qu'on n'ait pas de stress à l'approche des élections. Qu'on n'ait pas de stress à l'approche des élections. De peur. Qu'on n'ait pas des peurs, qu'on n'ait pas des tensions, qu'on n'ait pas des, comme on dit, des manifestations à n'en plus finir. Il faut qu'on ait une démocratie mature, une démocratie apaisée, une démocratie avec de la sérénité. La confrontation électorale pendant la période électorale, ça se comprend. Ça aussi, c'est, comme on dit, le in vivo de la démocratie. C'est important. Mais vraiment que ça soit sur la base des visions, sur la base des programmes, sur la base des offres politiques.
Et c'est ça qu'on veut entendre. Je pense que le moment est bon pour que ceux qui ont des projets les présentent et qu'effectivement, en dernière instance, après avoir écouté un bon débat de haut niveau, bon que les gens, que le peuple tranche de la façon la plus démocratique et qu'on respecte effectivement les choix du peuple. Mais je reviens là-dessus. Il faut effectivement que l'agenda du dialogue, de la concertation, franchement, que ça soit quelque chose qui soit comme on dit, que ce soit ancré, dans la culture politique sénégalaise. C'est extrêmement important. Et ça, c'est une recommandation que je fais aux nouvelles autorités de répondre aux appels du dialogue, que ce soit les partis politiques, la société civile et autres, de manière à ce que vraiment qu'on ait un processus électoral des législatives. Ça fait quand même un de leurs premiers défis, le premier défi électoral du nouveau gouvernement. Il faut que ça soit un succès. Alors, je présume que vous, de la société civile, vous devez être perplexe quant au silence absolu que le président de la République oppose à ce pacte qu'il a signé. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'urgences qu'il a trouvées sur place, mais il a quand même beaucoup de collaborateurs à qui il peut recommander de prendre contact avec les acteurs de la société civile pour voir dans quelle mesure il peut accompagner la mise en application de ce pacte, puisqu'ils l'ont toujours dit. Alors, puisque jusque-là, bon, il n'a pas eu cette attitude-là, est-ce qu'il vous arrive peut-être de penser que le président pourrait avoir renoncé quelque part ou bien avoir dit que bon, finalement le pacte, ça ne m'intéresse pas? Bon, je pense que c'est dans l'intérêt du président de la République, c'est dans l'intérêt du nouveau pouvoir actuel de pouvoir vraiment discuter, écouter les propositions qui viennent de la société civile. Ça a toujours été comme ça. C'est pour la première fois de mon point de vue d'ailleurs que quand la société civile demande une audience qu'elle n'est pas. C'est la première fois. Alors que la société civile s'est véritablement investie, absolument, vraiment contre le pouvoir tyrannique de Macky Sall. Il faut le dire, la société civile a payé le prix, a fait preuve de courage. Je dis que toutes les alternances que nous avons eues, il faut dire que l'apport de la société civile a été un apport décisif, fondamental. Donc, moi, je recommande encore au président de la République, encore une fois, de recevoir les organisations de la société civile, les membres du pacte, de les écouter. Même de les écouter, parce que ça c'est important. Parce que quand vous répondez et vous écoutez ces gens, c'est parce que vous les reconnaissez. Et vous reconnaissez leurs droits, leur rôle, leur place dans la société. Et également, bon, moi je ne comprends pas que ça fait quand même maintenant 5-6 mois. Et c'est pour ça que j'ai dit, je l'ai dit et répété, il faut un cabinet politique qui comprenne les enjeux politiques qui sont importants. Les enjeux politiques ne sont pas portés tout simplement par ceux qui demandent le suffrage des Sénégalais. La légitimité, ce n'est pas la légitimité conférée seulement par les élections. Il y a la légitimité de l'action permanente de la société civile. Ça, c'est une légitimité qui est reconnue. Ce n'est pas une légitimité électorale. C'est symbolique, c'est politique. Et c'est des rôles que les gens ont joués depuis très longtemps. Donc, il est extrêmement important, de mon point de vue, d'avoir une cellule politique qui écoute des gens qui sont dans la politique, mais qui ne sont pas dans le fait partisan. Il y a des gens qui sont dans la politique, mais qui sont partisans. Mais il y a les membres de la société civile sont au cœur de la politique, discutent des questions de la politique, mais ils ne sont pas partisans. Ce n'est pas une raison, effectivement, pour dire qu'ils ne comptent pas. Donc, ils comptent. De mon point de vue même, je dis, n'importe quelle voix de Sénégalais doit compter pour le président de tous les Sénégalais. Ça, c'est extrêmement important. De deux, c'est la cellule de communication. Parce qu'en réalité, si vous écrivez, vous sollicitez et vous n'avez pas de réponse, vous allez créer des problèmes de communication. Les gens vont être frustrés. C'est la réalité. Les gens ne vont pas se sentir reconnus dans l'action
qu'ils font pour la société. Donc il est extrêmement important que le président de la République et que les autorités actuelles prennent en compte ce qui a toujours été fait dans la société. Il faut mettre en mouvement l'énergie sociale. Ce n'est pas l'énergie des partis, ce n'est pas l'énergie de l'administration, mais c'est l'énergie sociale. Il faut mettre la société en mouvement dans un processus révolutionnaire. Parce que moi, je pense qu'on est dans un processus révolutionnaire. 54%, quand on le donne à une opposition, ça veut dire que vraiment, la société veut une rupture radicale. Et la rupture radicale ne peut pas être portée par un parti, ne peut pas être portée par les politiques tout seuls, mais elle doit être portée par la société. C'est ça le gage de succès, vraiment de ce qu'on appelle la rupture systémique et radicale. Et il me semble que si on a voté à 54%, c'est que les gens veulent une rupture systémique. La rupture systémique, ça consiste effectivement à bien communiquer avec la société, mais ne pas discriminer. Je pense que la question de la discrimination, c'est ça qui va amener effectivement, qui va être source de conflit, source d'antagonisme. Et il me semble que ce n'est pas le moment, avec tous les problèmes que nous avons dans la société et tous les problèmes que connaissent le pouvoir actuel. Parce que c'est un héritage extrêmement lourd sur le plan démocratique, sur le plan de la gouvernance et sur le plan de la sécurité. Donc, même pour quiconque aurait été élu. Pour n'importe qui aurait été élu. Après Macky Sall. Après Macky Sall, c'est un héritage extrêmement lourd. Je pense que la plupart des Sénégalais reconnaissent que c'est un héritage lourd. Ils sont prêts à être patients, mais il faut que toutes les actions et initiatives hors politique, hors État, soient prises également en considération. Et c'est ça qui va permettre à l'énergie de la société de se manifester. On a besoin vraiment de vitalité pour la démocratie. Et aujourd'hui, ce qu'on voit depuis le début, depuis pratiquement 2020-2021, souvent, c'est des conflits qui portent sur des détails, qui ne portent pas sur des choses substantielles. Or, ce que le pacte amène, c'est quelque chose de substantiel pour le vivre ensemble. Et également pour renverser la nation et pour faire peuple. Ça, c'est extrêmement important. Très bien. Alors, l'un des points du pacte, c'est la dépolitisation de l'administration. Mais on a un peu le sentiment que le régime actuel tente plutôt de la repolitiser davantage. Je vous cite les déclarations récentes du ministre de la Santé qui dit que quand il reçoit les CV, il priorise les CV des membres du PASTEF. Alors, est-ce que cette vision des choses est dangereuse pour le pays? Écoutez, ce qu'il faut éviter, c'est la continuité de ce qu'on a connu depuis le Parti socialiste. Ça veut dire avoir un État partisan, un État parti ou un parti-État. Ça, nous l'avons connu avec les socialistes, nous l'avons combattu. Et au moment où je me rappelle de 2000, 2000 était un basculement fondamental où les gens, franchement, ont rêvé d'avoir ce qu'on appelle un État impartial. Et ça a été un État très politisé à partir de 2000. Et c'est pour ça qu'effectivement, qu'il y a eu les assises nationales. Pour dire, mais écoutez, plus jamais on ne peut vivre ce qu'on a vécu à l'heure actuelle. Et avec Macky Sall, ça a été pire. L'État était vraiment politisé et à un point, vraiment, comme on dit, de non-retour. Et moi, j'ai entendu le président actuel parler également d'une administration qui soit une administration impartiale, une administration neutre, et la question également des appels d'offres, tout cela a été fait. On peut comprendre effectivement qu'il n'est pas pour le moment la majorité à l'Assemblée nationale pour appliquer leur politique, mais il est évident que ce qu'on a vu depuis le début nous inquiète. C'est une source d'inquiétude et il faut le dire, nous avons l'impression, effectivement, moi je l'ai même dit, que l'État pastéfien se mettait en place petit à petit. Mais aujourd'hui... Ils ne vous ont pas raté. Ils n'ont pas raté, oui. Mais aujourd'hui, l'impression que en fait, ça se met en place de façon massive. Et ça, effectivement, vous avez cité le ministre de la Santé qui a essayé quand même de corriger.
mais tout de même, ça donne l'état d'esprit de ceux qui gouvernent. Et il n'est pas trop tard pour faire du Jubanti. Il n'est pas trop tard aussi pour écouter les critiques. Ça veut dire les critiques constructives. Et les critiques qui permettent effectivement vraiment d'aller vers l'essentiel. Parce que la question d'une administration partisane, ça vient de quelque chose de fondamental et de républicain. C'est l'égalité, l'égale dignité des citoyens pour l'accès à la fonction publique. Citoyens sénégalais doivent effectivement avoir des chances égales pour les fonctions publiques, les fonctions de direction. C'est pour ça que les appels d'offres mettent les gens à égalité et va permettre effectivement aux plus méritants peut-être d'accéder à cette poste. C'est une proposition du pacte. C'est une proposition du pacte. Mais est-ce que ce point-là, est-ce que c'est faisable? Parce que les gens viennent au pouvoir avec des équipes, les gens qui les ont accompagnés. Après, quand il s'agira de nommer, la tendance naturelle, c'est de prioriser et de caser les copains, les coquins d'abord. C'est une bonne question. Oui. Mais il me semble qu'on peut dire, tiens, voilà, nous, en venant, nous avons été soutenus par des gens. Et on peut peut-être définir des postes qu'on peut dire des postes politiques. Mais quand il s'agit des postes qui sont purement techniques, que tous les partis politiques au Sénégal se disent, pour ces postes techniques, on va choisir parmi les meilleurs des Sénégalais. Il y a des cabinets, il y a des postes qui sont des postes politiques. Personne ne peut discuter qu'il existe des postes politiques pour dire que ce sont des hommes de confiance qu'on met là-bas dans ces postes. Mais quand il s'agit vraiment de directions qui sont des directions, si vous voulez, comme on dit, où l'on a besoin de compétences, mais il faut vraiment ouvrir la porte à toutes les compétences. Du temps de Senghor, c'était comme ça. Hein? C'est pour ça que d'ailleurs on a ouvert les écoles, les concours qui permettent aux gens d'y aller, de se former et d'occuper les postes. Maintenant, je pense qu'il faut revenir à cette orthodoxie. Le président a fait un discours inaugural magnifique, fantastique, où pratiquement toutes ces préoccupations ont été prises en charge. Mais vraiment, au pouvoir, on sent qu'il y a des problèmes. Mais on peut le comprendre. Moi, je dis tout le temps, même quand on est au pouvoir, on peut tomber, se relever et marcher. Et c'est tout à fait normal que quand on a aussi une équipe jeune qui commence, il faut comprendre effectivement que, bon, qu'il y ait des problèmes, même les gens expérimentés peuvent avoir des problèmes, a fortiori des gens très jeunes. Ça veut dire que si on a choisi, si les Sénégalais choisissent des gens jeunes pour leur dire on vous fait confiance, mais c'est une responsabilité extraordinaire. Ça veut dire que les Sénégalais ont même le devoir de dire, ben écoutez, on va vous accompagner. Et je pense que les Sénégalais sont prêts à accompagner. Mais il faut ouvrir les portes, il faut ouvrir les oreilles, il faut se concerter, il faut dialoguer et il faut avoir vraiment l'attitude, comme on dit, de la maman qui a des jumeaux. Voilà. Et mettre vraiment, reconnaître que tous les Sénégalais également ont le droit de participer, ont une voix, ont le droit d'être entendus. C'est ça qu'on attend de tous les pouvoirs qui arrivent. Et pas de gestion solitaire du pouvoir. Pas de gestion solitaire. Ça veut dire que tant que vraiment il y a une bonne concertation avec toutes les parties prenantes sur les questions fondamentales, sur les énormes à l'heure actuelle, les difficultés sont énormes à l'heure actuelle, et une bonne communication avec le peuple, je pense que ça permet vraiment d'adoucir, de faire comprendre, et les autres vont prendre en charge ces questions. Alors, la reddition des comptes, c'est aussi un point qui figure en bonne place dans le pacte. Les audits sont en cours, mais récemment, dans une sortie du Premier ministre, il semblait dire que, bon, voilà, ceux qui ont commis des crimes économiques, bon, bientôt, ils vont voir ce qu'ils vont voir, en disant que les choses vont démarrer dans une semaine ou un mois. Mais pourquoi ne pas laisser la justice travailler sereinement pour ces dossiers-là et que lui, l'exécutif, il reste dans ce qui lui est attribué comme pouvoir? Moi aussi, j'ai été très surpris. Je pense qu'il n'y a pas un Sénégalais vraiment rationnel qui est contre la reddition des comptes. Tous les Sénégalais sont d'accord. D'ailleurs, c'est une demande sociale.
nous avons beaucoup lutté pour ça, nous avons fait des communications pour ça, nous avons rencontré le gouvernement ancien sur la question, par exemple, de la Covid-19, et nous avons rencontré même la Banque mondiale pour en parler. Donc, sur ces questions. Donc, les gens sont radicaux sur la question vraiment de la reddition des comptes. Mais il faut respecter les procédures. Ça, c'est extrêmement important. C'est l'affaire d'abord de ceux qui font les rapports, de toutes ces institutions qui font les rapports, les corps de contrôle et les corps de contrôle. Ils le font, on transmet à la justice. Je pense que le gouvernement, s'il veut se protéger et ne pas avoir un soupçon de revanchard, ils n'ont qu'à laisser les corps de contrôle faire leur travail, la justice faire son travail. C'est ça aussi, ça veut dire le respect d'abord de la présomption d'innocence et le respect des procédures. Parce que quand vous respectez exactement le respect des procédures judiciaires, et les procédures judiciaires, c'est le fait de dire, écoutez, le juge, vous avez vos dossiers. Et le juge peut faire sa liste. Monsieur, voilà, vous n'êtes pas autorisé à sortir du pays. Oui. Il le sait, il ne va pas aller à l'aéroport. Oui. C'est vrai que là aussi, c'est eux qui ont interdit à certains de sortir du territoire. Je pense que vous ne devez pas, à l'aéroport, savoir que vous êtes interdit d'aéroport. C'est ce qu'on appelle les interdictions administratives. Les interdictions administratives, il faut les éviter. Parce qu'en fait, c'est pas légal. Mais à partir du moment où le juge t'appelle, c'est transparent. Vous dit, écoutez, bon, on a reçu des rapports, on a telle information, on a ouvert une enquête vous concernant. Vous ne pouvez pas sortir du pays. À partir de ce moment-là, il ne va pas perdre son temps, prendre son billet, aller jusqu'à l'aéroport et puis se faire retourner. Je pense que c'est une humiliation même pour les gens à qui on les fait. Et on ne doit pas humilier les gens. Et on doit avoir une procédure claire, transparente, avec des communications, une bonne communication qui marche, et faire en sorte effectivement que l'exécutif ne mette pas sa main dans cette histoire. Moins l'exécutif est manifeste dans cette histoire, mieux c'est, et plus ça rassure tout le monde. À partir de ce moment-là, personne ne va dire que bon, ce sont des règlements de compte politiques. Il faut faire, comme j'ai dit, la reddition des comptes dans le respect des droits de la personne humaine, dans le respect des droits humains. Ça, c'est extrêmement important, dans le respect des libertés. Et à partir de ce moment-là, c'est une bonne procédure. La reddition des comptes, mais on a eu des expériences en 2000. Politisé, le président Wade, on appelait les gens. Qu'est-ce qui allait rester? Rien. Même sous Macky Sall avec la CRI. Macky Sall avec la CRI. Qu'est-ce qui allait rester? Au final, rien. Une personne. Alors, que s'est-il passé? Maintenant, nous voulons du succès. Il faut que ça se passe bien. Et pour que ça se passe bien et que ça soit au-dessus de tout soupçon, on n'a qu'à laisser les acteurs vraiment qui sont qui ont la propriété de le faire, les compétences pour le faire. Ces acteurs-là, on n'a qu'à les laisser agir et que l'exécutif n'a qu'à être totalement en dehors de cela. Parce que vraiment, nous, citoyens, nous voulons la reddition des comptes, parce que quand même, c'est les impôts des citoyens, et vraiment les détournements de fonds, la corruption, c'est pas bon pour nos hôpitaux, c'est pas bon effectivement pour l'éducation, et ça en partie aussi responsable pour les gosses qui prennent l'immigration clandestine, qui partent. On ne veut pas de ça. Et également les dettes qu'on a à payer qui sont énormes et qui nous appauvrissent. Donc nous avons besoin vraiment de bonne gouvernance, et pour cela, il faut passer par la reddition des comptes, mais dans le respect à la fois de la légalité, dans le respect vraiment également des principes républicains et dans le respect des droits humains. Alors justement, les droits humains, les libertés individuelles ont été fortement éprouvées ces dernières années, notamment au cours du mandat finissant du président Macky Sall. Et vous qui avez pendant des décennies combattu pour la protection des droits humains, pensez-vous qu'avec ce nouveau régime, on va renforcer la protection des droits humains? Est-ce que ça commence bien ou vous avez quelques inquiétudes quand même? Le nouveau régime a adopté quand même la Commission nationale des droits de l'homme. Quand même, on court derrière depuis 2013. Moi, j'ai été président du comité sénégalais des droits de l'homme. Oui. C'est nous qui avons
la première fois initié cette loi. Je suis tellement content de cette loi que je dirais que cette loi, c'est la loi Alioune-Tine. Voilà. Macky Sall me l'a demandé, j'étais ici et je lui ai redonné le projet. C'est sur ce projet-là que les gens ont travaillé. Et j'estime effectivement que c'est une excellente chose que le pouvoir actuel, au moins, ait fait passer cette loi qui est passée à l'unanimité. Ça, vraiment, j'applaudis. Je me dis que c'est un bon pas. Mais il ne s'agit pas tout simplement vraiment d'avoir une commission nationale des droits de l'homme. Il faut que ce comité protège le citoyen sénégalais, protège les droits de la personne. Et non pas, ne soit pas là, avec ce qu'on a vu, pour tout simplement défendre le gouvernement et les actes du gouvernement. Ça, nous l'avons vécu avec Macky Sall. On a besoin de renforcer la protection des droits de l'homme, parce que quand même, les autorités actuelles ont été des victimes directes des droits humains. Oui. Leur parti politique, victime des droits humains, même dissous. Donc, je pense que... Ils le comprennent normalement mieux que quiconque. Aujourd'hui, franchement, de dire, tiens, les droits humains, c'est précieux. Moi, je me rappelle, quand Wade, on le mettait en prison, on agissait avec Amnesty International. Mais Wade avait une bonne reconnaissance par rapport à ce que la RADDHO avait fait et ce que Amnesty International avait fait. Et je pense aussi avoir une bonne Commission nationale des droits de l'homme, c'est une très bonne chose, mais également renforcer les organisations de droits de l'homme, les organisations de la société civile qui sont dans les droits humains, c'est extrêmement important. Parce que ces organisations, quand même, je dirais, depuis les années 90, ont fait un travail extraordinaire dans beaucoup de domaines. Dans la promotion des droits de l'homme, des droits de la femme, de l'enfant, sur les prisons, c'est un travail extraordinaire. On a fait des pas énormes au Sénégal à cause de ça. Mais il faut qu'on continue. Et je pense que nous sommes là encore, et puis nous le disons au gouvernement actuel, au président Diomaye et au Premier ministre Sonko, que nous sommes là, nous, organisations de droits de l'homme, pour également aider, soutenir tous les actes du gouvernement allant dans le sens de renforcer les droits humains. Et de ce point de vue, moi aussi, je reviens effectivement sur un certain nombre de choses. Nous avons dénoncé le gouvernement de Macky Sall quand le président Diomaye a fait son truc sur Facebook pour dire ce qu'il a dit. On a dénoncé, c'est pas normal. Mais c'est pour cette raison qu'on dit, mais il ne faut pas quand même mettre en prison le commissaire Keïta et Ahmed Suzanne Camara pour ce qu'ils ont dit. Nous condamnons ce qu'ils disent, nous condamnons les insultes, nous condamnons. Mais ce n'est pas une raison pour mettre des gens en prison. Nous luttons contre ça depuis le temps des Talasila. Donc les années 88-90, quand on les mettait en prison du temps de Abdou Diouf. Et on a toujours demandé quand même vraiment ces lois qui sont des lois scélérates et liberticides, vraiment d'abolir ces lois. Ça, c'est extrêmement important. Donc, nous disons, ne faites pas dans la continuité, faites dans la rupture. Et faire dans la rupture, c'est faire en sorte effectivement que les droits humains et les libertés fondamentales soient respectés. Nous avons vu également les interdictions de manifestation. Nous n'attendons pas également de ce gouvernement des interdictions de manifestation. On sait ce que ça a coûté. Ça fait beaucoup de violence dans ce pays. Et il faut qu'on tire les leçons pour voir quand même les manifestations, bien les encadrer. Les Sénégalais savent manifester maintenant. Quand vous autorisez les manifestations, moi je le sais. En 2021, ici, quand il y a eu les problèmes, mais le pays a failli basculer. Quand les gens sont venus, ils m'ont dit, mais Aliou, il faut aller voir Macky. Et puis, Macky était quand même aussi dans des difficultés énormes. C'était Cheikh Tidiane Dièye qui était passé me voir ici. Quand je suis parti voir le président pour lui dire, écoutez, il faut relâcher. Il m'a dit, Aliou, dis aux gens d'arrêter de manifester. Quand j'ai demandé aux organisateurs, ils m'ont dit, mais nous ne pouvons pas le dire, on va être discrédité. Dis au président d'autoriser la manifestation. Et quand il a autorisé la manifestation à la fin, à quoi on a assisté? Mais une fraternisation entre les policiers et les jeunes. Parce qu'eux-mêmes l'ont compris. Il y a un jeune qui m'a dit, Macky Sall veut nous pousser à aller casser et nous ne l'avons pas le fait. Voilà. Et quand il a autorisé, tout s'est calmé. Donc les Sénégalais,
ils ont une culture de la manifestation, ils savent manifester, exprimer leur colère. Si vous autorisez, ils manifestent et puis ils rentrent tranquillement. Et je pense que cette culture-là, nous devons la maintenir. Parce que aussi, quand les gens sortent ce qu'ils ont sur le cœur, ils ne vont pas aller prendre des kalachnikovs, des pierres ou autre chose. Et il faut petit à petit, dans la société dans laquelle on est, faire en sorte effectivement de mettre des coussins pour amortir les chocs, les ressentiments, les haines. C'est extrêmement important de le faire. Oui, et les relations entre la presse et le pouvoir semblent aussi heurtées. Hein? Est-ce que vous avez des inquiétudes sur ce plan-là? Bien sûr que j'ai des inquiétudes. C'est vrai que ce n'est pas la première fois que ça arrive. Les syndicats de journalistes ont été formés, ont été très forts, les différentes corporations de journalistes. Et ils ont fait reculer les Diouf, ils ont fait reculer les Wade. Et même Macky. Et Macky quand même a plus ou moins collaboré. Bon, voilà, Macky, bon, voilà, Macky a fait beaucoup de choses. Hein. Bon. Mais cette fois-ci, le fait de dire écoute patron de presse, moi j'ai été surpris. Le président quand même a donné par la suite des, comme on dit, des recommandations qui ont été suivies des faits. J'ai suivi et puis bon, ils les ont mis avec le ministre, je pense, des Finances, hein, de l'économie et des Finances. Ils ont bien discuté et puis bon, j'ai entendu le patron, comment il s'appelle, Mamoudou Ibrakan, qui dit bon, ils sont plus ou moins satisfaits. Donc c'est une très bonne chose, c'est une bonne fin. Pour ça, vraiment, bon, on espère que, bon, ce que le président a demandé, qu'on essaye d'avoir des assises et puis de voir les problèmes et de les régler, il faut aller dans le sens des recommandations faites par Bassirou Diomaye Faye et qui sont de très bonnes recommandations de mon point de vue. Alors, Alioune Tine, ce nouveau pouvoir est venu avec un nouveau référentiel de développement qu'il a appelé le projet. Et le président Macky Sall avait mis en œuvre depuis 2013, je crois, au 14, le PSE. Mais eux, ils sont venus avec leur projet. Un écrivain béninois, Olin Belikenom, dit que c'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Est-ce qu'on va faire table rase de ce qui avait été commencé à être fait, améliorer les points faits pour continuer? Écoutez, c'est extrêmement difficile la situation dans laquelle se trouve le nouveau pouvoir avec le projet de rupture systémique. Parce qu'en fait, comme on dit, les freins, des fois les plus invisibles, qu'on ne voit pas, et qui sont là pour la continuité, c'est des freins exogènes de mon point de vue, déjà. Vous gagnez les élections, vous faites votre projet, vous vous asseyez pour, comme on dit, l'alternance démocratique, et vous allez trouver les documents de la Banque mondiale et du FMI. Je pense que c'est ça. Je pense que parmi les pathologies de la démocratie, il faut quand même signaler les institutions financières internationales avec leur logique néolibérale. Je pense que aussi elles sont nocives pour la démocratie. Enfin, ces institutions sont nocives pour la démocratie. Les recettes qu'ils donnent sont des recettes qui ne développent pas les pays. Ça, il faut quand même le reconnaître. Et il est évident que dans les années 80, 90, il y avait des dénonciations de ces institutions. Mais la malgouvernance et la corruption des gouvernements africains ont fait oublier que vraiment les potions, comme on dit, de la Banque mondiale et du FMI étaient des poisons. Et puis maintenant, il faut aussi, c'est vrai que autant il faut voir comment réformer ces institutions internationales qui ne nous développent pas, qui ne donnent pas de contenu aux alternances politiques, des alternances sans alternative. Voilà. Maintenant, ça aussi, ce n'est pas un combat d'un pays, c'est le combat de toute l'Afrique réunie. Je pense que c'est un peu le combat des BRICS. Je pense que si les BRICS mettent également leur banque en place, peut-être que ça va obéir à une toute autre logique que la logique de la Banque mondiale. De deux, c'est la dette. Moi, je pense qu'on ne travaille pas beaucoup pour vraiment qu'on annule la dette africaine. On en parle un peu, mais on ne revient pas. Mais quand on regarde les problèmes auxquels nous sommes confrontés sur le plan social, quand on regarde les crises, quand on regarde dans les communautés, quand on regarde les conflits que nous avons dans toute la sous-région, ça n'existait pas.
Mais ça aussi, c'est l'extrême pauvreté. C'est les fractures sociales, c'est les inégalités sociales qui sont extrêmement profondes. Les inégalités dans notre sous-région, c'est parmi les plus profondes de la sous-région. Donc, toutes ces questions-là, vraiment, ce sont des questions que nous devons discuter pour aussi que les démocraties que nous avons ne meurent pas. Pour qu'en réalité, on ne vote pas pour rien. Parce que vous votez, vous exprimez une volonté générale, vous exprimez la souveraineté du pays et vous avez un organe extérieur qui vous dit voilà ce que vous devez faire. Ça, c'est aussi une question pour les démocraties africaines. Et même sur le plan international, parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas que la Banque mondiale et le FMI, les institutions financières, mais il y a également aussi ces firmes internationales qui interviennent, qui exploitent les ressources, qui ont des forces aujourd'hui et des influences supérieures aux États. Et quand on regarde le problème de la raffinerie, comment il s'appelle encore, Dangote et le Nigeria, il me semble que ça mérite beaucoup de réflexion aujourd'hui pour dire comment on peut bâtir des économies endogènes et renforcer aussi, comme on dit, nos capitaines d'industrie ici au Sénégal. Parce que pour passer à l'industrialisation, la phase d'industrialisation, ce sont les problèmes que nous avons. Donc maintenant, je vous dis, on ne peut pas aussi compter que sur le pétrole, le gaz et les ressources minérales. Il faut compter sur les intelligences africaines pour l'innovation, la recherche. Donc ce sont ces institutions qui risquent d'entraver l'implémentation du projet au détriment de la construction. De mon point de vue, il y a cela. C'est un point. C'est-à-dire comment s'affranchir aujourd'hui des fourches codines de la Banque mondiale et des institutions internationales. De deux, le projet, si effectivement les Sénégalais ont adhéré au projet, il faut effectivement une véritable énergie sociale qui prenne en charge ce projet. Il faut mettre la société en mouvement. Mais si effectivement on met en place une épicratie pour dire que c'est des experts, on s'enferme dans les bureaux, on dit c'est comme ça que ça va se passer, ça va se casser la figure, comme la plupart des projets qui sont concoctés par des technocrates pour dire que bon, la société, là, elles ne sont pas encore mûres, ils ne peuvent pas comprendre. Non. Aujourd'hui, avec les moyens de communication, avec l'espace public qui est ouvert, très ouvert, je pense que la meilleure des solutions aujourd'hui, c'est travailler dans la transparence, avec une bonne communication avec l'ensemble de la société. Allez, pour terminer cet échange, je voudrais qu'on parle un peu de l'architecture du gouvernement actuel. Alors, je me rappelle en 2011, au plus fort de la contestation de sa troisième candidature, le président Abdoulaye Wade, lors d'une interview avec une chaîne panafricaine qui lui posait des questions sur ses rapports avec ses différents anciens premiers ministres. Il disait que de toutes les façons, un premier ministre, c'est un invité à une table et il doit savoir se tenir. Vous convenez avec moi que Sonko n'entre pas dans ce cadre-là. Ce n'est pas un invité à une table, il doit savoir se tenir, puisque c'est lui qui aurait dû être président. Le cas de Sonko, c'est un cas inédit. C'est un cas véritablement inédit. Il faut quand même le reconnaître. Hein. Avec Sonko, on assiste, comme j'ai dit, à un décentrement du pouvoir. On n'a pas un hyper-président, mais on a un hyper-premier ministre. Ça aussi, il faut le dire, hein, c'est le résultat des dysfonctionnements de notre démocratie. Hein. Le véritable dysfonctionnement vient de là. On a tout fait pour arrêter Sonko. Il a souffert vraiment toutes les misères pour ne pas être candidat. Mais ça ne peut pas ne pas impacter sur les institutions. Il faut bien comprendre ça. On ne peut pas dissocier à la fois tout le vécu de Sonko et le comportement qu'il a à l'heure actuelle. C'est lié. Maintenant, il faut que Sonko en prenne conscience, il faut que les Sénégalais en prennent conscience et qu'on trouve une solution. Voilà, moi je suis d'accord pour effectivement, quand on a quand même un chef de gouvernement, qu'il gouverne. Mais il faut que ça soit entériné, qu'il gouverne. Et qu'il tire aussi, comme on dit, sa légitimité quelque part. Parce que quand même la légitimité du président de la République au Sénégal par rapport au Premier ministre, écoute, c'est l'histoire d'un décret. Diomaye, quel que soit
Alpha, demain, s'il fait un décret pour changer, ça change. Voilà. Mais en même temps, tu peux tenir un décret et ne pas avoir, si vous voulez, les moyens politiques de ce que vous voulez. C'est pour ça qu'il ne faut pas souhaiter. Il ne faut pas souhaiter que Diomaye et Sonko soient dans le conflit. Il ne faut jamais souhaiter ça. Il faut qu'ils soient ensemble parce que ça serait une crise innommable au Sénégal. Donc on a intérêt qu'ils soient ensemble. Mais eux aussi, il faut qu'ils aient intérêt d'être toujours, comme on dit, un tandem. Qu'ils s'entendent très bien, mais qu'ils s'entendent dans le sens de renforcer la République, de renforcer la démocratie, de renforcer les droits humains et de bien communiquer aussi avec vraiment les Sénégalais. Mais on dit la lutte rassemble et le pouvoir divise. À quelles conditions ils peuvent rester ensemble jusqu'à la fin du mandat? Ça, c'est très difficile. Moi, je ne suis pas un devin. Mais à eux, ils ont une responsabilité, je dirais, extraordinaire. Oui. C'est une responsabilité extraordinaire que Sonko et Diomaye, ils ont. Parce qu'en réalité, c'est le couple et le tandem qui a été pratiquement élu. Dans des conditions aussi, il faut le dire, hein, dans des conditions exceptionnelles. C'est pour ça que je dis que notre démocratie est miraculée. C'est une démocratie miraculée. Il faut qu'on fasse avec beaucoup de lucidité, avec beaucoup de raison. Arrêter de faire de Sonko un punching ball. Parce que Diomaye, il a sa responsabilité. Diomaye, il est de Pastef, il est sorti de Pastef. Ça aussi, on ne peut pas du jour au lendemain dire bon, ça c'est fini. Non. Mais il faut que Pastef, le parti politique, ait Diomaye et Sonko. Et il faut que Sonko, qui est aussi, comme on dit, qui a le leadership, sache jusqu'où ne pas aller trop loin. Ça, c'est très important aussi, parce que quand même, c'est toute une culture politique et institutionnelle qui est en train d'être bousculée. Donc, on a vécu une situation anormale, comme on dit, de dysfonctionnement du processus électoral, qui a aujourd'hui des impacts dans les institutions politiques. Il faut qu'on voit où ça se trouve le problème et qu'on essaye de le résoudre et qu'on avance. Alors, vous avez dit qu'il eût été bien que Sonko soit à la présidence comme chef de cabinet, je crois, mais d'autres le voient plutôt à l'Assemblée nationale. Est-ce que justement ça, ce n'est pas une meilleure formule pour qu'il ne soit pas trop proche au point d'avoir des frictions? Moi, je me dis, bon, Sonko, il a son tempérament, c'est pas aujourd'hui que tu vas enlever ça. Il a sa vision, il a sa stratégie. Oui. Tout ce qui a été fait dans le DPG, c'est pas improvisé. C'est une stratégie politique. Une stratégie politique de radicalisation de la démocratie. Est-ce que c'est adapté au Sénégal aujourd'hui? Ça, c'est un problème que je me pose. Et puis, bon, aujourd'hui, il y a, comme on dit, nos démocraties représentatives sont partout en panne. Il faut voir ce qui se passe en France. Quand même, depuis plus de 45 jours, il n'avait même passé. Hier, je pense qu'il a commencé à former le gouvernement. Et nous sommes une pâle copie de ces institutions. Absolument. Donc, c'est normal qu'on puisse avoir des problèmes et des pathologies démocratiques. Maintenant, c'est par la réflexion, par le débat, qu'on essaye d'analyser pour essayer quand même de dépasser cette situation-là. Bon, je pense qu'ils finiront par s'entendre. Ça veut dire qu'ils marchent, ils vont tomber, ils vont se relever, marcher, tomber, se relever, et puis avoir un moment d'équilibre pour continuer. Mais bon... la meilleure formule, ce n'est pas que Sonko soit à l'Assemblée comme président de l'Assemblée nationale? Sonko, président de l'Assemblée nationale, ce serait très bien, parce que Sonko, c'est un bon débatteur, c'est un bon politicien. Agitateur, voilà, et puis ça permettrait effectivement aussi, on aura une bonne Assemblée nationale si on avait un Sonko président de l'Assemblée nationale. Ça, ce serait, c'est vrai, il a de l'autorité, voilà, il a du leadership. À l'Assemblée nationale, Sonko serait effectivement, ça ferait une bonne Assemblée. Et nous avons besoin d'une bonne Assemblée nationale. Vraiment, d'avoir les meilleurs députés. Et il faut qu'on nous fasse une bonne liste
aussi bien au niveau de l'opposition et du pouvoir, pour avoir vraiment une assemblée qui reflète vraiment le dynamisme et la vitalité de la démocratie sénégalaise. Alors, Alioune Tine, je vous remercie infiniment pour ce temps que vous nous avez accordé pour discuter du pacte, de l'actualité politique. Grand défenseur des droits de l'homme, président de Africa Jom Center, qui travaille sur beaucoup de problématiques ici au Sénégal.